C'est s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouveau rendez-vous mensuel avec l'AEF, l'Agence universitaire de la francophonie. Rien donc de plus naturel que d'inviter ce soir Monsieur Fabien Flory, directeur régional du bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la francophonie. Ouf, pour parler de l'agenda de l'année qui vient. Mais tout d'abord, une question, monsieur le directeur. Est-ce que, nous qui venons de rentrer de vacances, comme tous les étudiants qui se respectent, est-ce que l'agence, pendant les vacances étudiantes, était également en vacances, ou est-ce qu'elle préparait naturellement la prochaine saison? Question bateau, je vous lance là. Elle ne dort jamais, puisqu'on est présent sur tout le continent, de la Pologne à l'Arménie jusqu'à l'Albanie, et on est toujours présent à Bucarest, puisque là on a notre principal bureau, et les équipes ne dorment jamais, effectivement, même pendant le mois d'août. Donc il y a une présence effective sur le terrain pour préparer la rentrée. Alors qu'est-ce que vous avez sur le feu pour la rentrée prochaine? Quels sont les axes majeurs, et qu'est-ce qui change peut-être en nous parlant de l'orientation générale d'abord par rapport à l'année prochaine? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a un développement? Est-ce qu'il y a des réajustements du programme? Alors bien sûr, d'abord, nous on se positionne toujours au niveau régional. La Roumanie, c'est un pays pivot, donc évidemment quand on parle de francophonie, on parle avant tout de la Roumanie, mais avec des déclinaisons dans toute la région, et on essaie aujourd'hui de plus en plus de s'appuyer sur la Roumanie pour promouvoir la francophonie dans la région. Pourquoi la Roumanie, pardon, on dit toujours, et les Roumains sont les premiers à le dire à tort, à mon avis, que c'est un petit pays négligeable, et là voilà qu'on parle de la tête d'un bureau régional et que la Roumanie est un point d'ancrage important. Pourquoi? D'abord parce qu'à mon avis, il y a un passé, je ne vais pas revenir dessus, une relation avec la France en particulier qui est importante, et donc une francophonie ancienne qui est présente génétiquement en Roumanie, mais je pense que c'était avant tout un pays latin. Et étant un pays latin, elle a des affinités avec la langue française, et la Roumanie a aussi des affinités avec d'autres pays latins, comme l'Italie, l'Espagne, et ces langues espagnoles et italiennes sont aussi très, très pratiquées en Roumanie. Donc nous, on s'appuie assez facilement sur cette latinité et cette francophonie qui en découle, pour la faire vivre ailleurs, parce qu'il y a des grandes équipes de recherche qui sont très actives, de très bonne qualité en Roumanie. La Roumanie est aussi un pays qui économiquement est en plein boom, et donc qui attire, et ça crée des appétences en Pologne, en Hongrie, en Serbie, pour travailler avec la Roumanie. Donc on revient aux axes principaux de votre action pour cette année, cette rentrée. Alors au niveau de la coopération, je dirais qu'on reste dans le classique, c'est-à-dire qu'il y a tout le fonds de commerce de l'Agence universitaire de la francophonie qui ne bouge pas, les bourses de mobilité, les programmes de soutien aux manifestations scientifiques, bien sûr, mais il y a ce qu'on essaie de pousser avant tout désormais, c'est l'insertion professionnelle. On ne peut pas parler de langue française aujourd'hui en se cantonnant au département de langue française ou de littérature, parce que sinon on se referme sur un public et langue française perdrait du terrain. Donc on essaie d'aller voir des entreprises qui jouent le jeu pour de l'insertion professionnelle, pour faciliter l'accès à des stages pour des étudiants francophones, donc des étudiants qui viennent de toute la région. Là, on vient de signer par exemple un accord avec Renault permettant la venue d'étudiants moldaves, serbes, bulgares en Roumanie, parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre qualifiée au niveau des ingénieurs notamment. Et ils cherchent des profils très particuliers, des francophones, mais aussi des gens qui parlent russe, des russophones. Donc là, l'agence, parce qu'elle a un réseau à l'échelle du continent, on a une centaine d'universités membres au niveau du continent, arrive à trouver des profils assez pointus qui leur permettent de combler des manques, de diversifier culturellement leurs ressources humaines, et donc en même temps de créer du lien avec des pays où ils sont présents, en Russie, en Turquie, parce qu'ils ont dans leurs équipes des gens qui ont cette double culture. Donc concrètement, l'entreprise vous fait une demande très précise, très ciblée, et vous faites le tri. Absolument. Et là, vous proposez, là on parle de Renault, vous proposez, je ne sais pas, combien de personnes par an à Renault Roumanie? Ça va très vite. C'est une commande. Par exemple, l'année dernière, KPMG nous demandait 20 personnes de toute la région dans le domaine du management, de l'audit, avec des profils extrêmement éclatés. Ça pouvait être des Croates, des Serbes, trouver des gens à Bac+5 francophones dans la région. Mais KPMG Bucarest. KPMG Bucarest, oui. Voilà. Et à chaque fois, ce sont des wagons de 5, 10, 15 personnes qui nous sont demandées pour répondre à des besoins ponctuels. Ce sont des étudiants? Ce sont des étudiants en fin de parcours
ou des étudiants qui ont fini et qui cherchent un stage d'insertion professionnelle. Donc ça peut déboucher sur un emploi tout de suite. Totalement. Chez KPMG, derrière, il y avait embauche. Voilà. D'accord, donc c'est une opportunité très claire, très nette, avec des nouveaux venus sur le marché du travail roumains qui ne sont pas nécessairement des Roumains. Absolument. Le critère, c'est la francophonie. Donc ici en Roumanie, on fait venir des étudiants qui peuvent venir de pays voisins, mais on peut très bien imaginer qu'un jeune Roumain parte en Pologne faire un stage avec une embauche à la clé, puisqu'on est présent en Pologne, on est présent en Hongrie, on est présent en République tchèque, en Slovénie, en Croatie, etc. Donc c'est des opportunités pour des jeunes bien formés qui ont envie de se faire un parcours international, reposant sur la francophonie. Évidemment, il faut qu'ils parlent anglais. Bon, personne n'est dupe, ils doivent parler anglais. Mais la langue d'abord. Voilà, la langue qu'on leur demande, c'est le français, c'est la valeur ajoutée, et parfois d'autres langues, puisque nous, on est aussi là. Alors souvent, on annonce ça un peu comme de la poudre aux yeux. Moi, j'y crois beaucoup. C'est le fait de parler plusieurs langues qui permettent d'apporter une valeur ajoutée à une entreprise, parce qu'on est capable de créer ce lien entre divers pays, d'être mobile dans la région. Et donc, on a des groupes qui aujourd'hui ont besoin de ça. Si je vous dis bureau de placement, vous le prenez mal ou c'est un compliment? Non. Pas le terme est un peu familier, mais est-ce que ça ne doit pas faire partie de votre mission avant tout aujourd'hui? C'est notre mission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de l'universitaire sans penser à l'insertion professionnelle des jeunes, c'est, je pense, se tromper. Et d'ailleurs, le ministère roumain de l'Éducation a demandé à ce que chaque université, dans la nouvelle loi de l'éducation, soit dotée d'un centre d'insertion professionnelle. Donc ça fait partie des obligations des universités, et nous, en tant qu'agence, on était obligés de suivre ce mouvement. Alors l'AUF, moi j'ai été surpris en arrivant ici il y a un an, je connaissais la Roumanie déjà, mais j'ai été surpris de voir... Vous étiez diplomate ici en poste avant de prendre ces charges. J'ai été surpris de voir que l'AUF n'était pas connue des entreprises. Et toujours à l'heure actuelle, il faut enfoncer les portes pour dire, voilà, l'AUF, ça fait 20 ans que ça existe, ça fait 20 ans qu'on est là, et on a des moyens pour travailler à l'échelle d'un continent et vous aider à trouver des cadres, à monter des projets de recherche, à rendre mobiles des jeunes de votre pays vers d'autres pays, dans l'espace entrepreneurial qu'est le vôtre. Ça peut être Renault qui souhaite envoyer des jeunes diplômés qui viennent d'être recrutés chez eux, mais par exemple en Turquie, en Russie, et nous on est là pour les accompagner à partir du moment où ces étudiants sortent d'universités membres. Voilà. Et à l'autre bout de la chaîne, est-ce que ce n'est pas l'un des principaux attraits aux yeux de vos clients, entre guillemets, aux yeux des étudiants qui se disent, mais non seulement je peux apprendre une langue, le français, mais en plus, ça peut déboucher sur un emploi bien payé dans une multinationale française ou francophone? Alors c'est le message que j'essaie de faire passer, mais bon, il faut le marteler, ce message. Non, mais ça, je sais que c'est le vôtre, pardon, encore une fois, mais est-ce que eux n'y pensent pas, tout d'abord, ce qui serait naturel d'ailleurs. Ils n'y pensent pas parce que aujourd'hui, on est dans Donc il y a un déficit d'infos, même du côté des étudiants? Totalement. Je vais vous donner un exemple qui est frappant et qui m'a inquiété un peu d'ailleurs par rapport à la Roumanie. On s'est associé avec l'ambassade de France cette année, l'Institut français, pour mettre en place des bourses cofinancées avec des entreprises. Et donc l'idée, c'est un peu le même principe. Cette fois-ci, on sélectionne des étudiants en Roumanie et on les envoie dans des écoles en France spécialisées sur des formations qui n'existent pas en Roumanie, pour les rapatrier ensuite dans le groupe en Roumanie. C'est les bourses Eugène Ionesco, c'est ça? Non, ou je me trompe? Non, c'est un autre type de bourse. Eugène Ionesco, j'y tiens, on va y venir. On va y venir. Mais ces bourses-là, par exemple, nécessitent de trouver de très très bons étudiants d'un point de vue de formation, technique, capables d'être mobiles, c'est-à-dire capables de parler des langues étrangères, en dehors du roumain. Et un des critères était la maîtrise de la langue française. Alors on s'est aperçu que cette maîtrise s'était considérablement affaiblie. Très peu des entretiens, bien que la langue ait été un critère important, très peu des étudiants parlaient français. Et puis, ceux qui parlaient pas français ont demandé à faire l'entretien en anglais. Et donc, on a fait l'entretien en anglais. Et ce qui m'a choqué, c'est que le niveau en anglais était parfois rudimentaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une baisse aussi qualitative, pas seulement en français, mais aussi dans la maîtrise de l'anglais. Et ça, à ce niveau-là, c'est surprenant. Vous expliquez ça comment? Je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas. Je peux pas l'expliquer. Peut-être qu'au niveau universitaire, la pratique des langues n'a pas été suffisamment importante. Peut-être que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de stages de mobilité internationale
a généré une pratique de la langue qui était une pratique locale et donc peut-être pas une confrontation régulière avec des langues étrangères. Et donc on a été frappé. Alors ils parlent tous plus ou moins anglais, mais c'est plutôt inégal. Certains le parlent très bien, mais beaucoup le parlent de manière assez pauvre. Et comme ils ne parlent pas d'autres langues étrangères, ça devient un problème pour les langues mobiles. C'est un atout pour le français, mais c'est également une surprise parce que la langue a toujours été un passeport pour les Roumains, et pas seulement pour les Roumains, mais surtout ici, un passeport pour l'avenir. La maîtrise de la langue. Ça a été une vraie redécouverte pour moi, une source d'inquiétude d'ailleurs. Et parce que j'étais habitué à rencontrer des Roumains qui parlaient plusieurs langues, et c'est une caractéristique du peuple roumain de parler plusieurs langues. Là, en l'occurrence, sur les quelques dizaines de jeunes qui ont été auditionnés, on a eu de très très étranges sentiments. Voilà. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Fabien Fleury, le directeur régional du BECO, le Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la francophonie. Avant de parler de la bourse Eugène Ionescu, moi j'ai regardé un peu votre programme. J'ai été très tenté, intrigué par une conférence de M. Michel Verger-Franceschi et de Mme Anna Moretti dans le cadre du lancement d'un livre qui s'appelle « Une histoire érotique de Versailles ». Ça sera traduit en roumain, je vous vois sourire. Je souris avec appétit, j'attends des explications, non pas forcément coquines, mais c'est un beau sujet d'étude, c'est un beau sujet tout court. Ça sort en Roumanie, vous voyez, je suis ému. Ça sort le 21 novembre, très précisément, chez Polyrom. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, d'une part, et pourquoi l'avoir choisi d'autre part? Alors, et bravo, troisièmement, parce que ça fait plaisir. C'est un super sujet à commenter. Bon, alors tout d'abord, l'initiative revient en grande partie à Béatrix de Verlois, d'Arta Graphica, voilà, qui est une admiratrice de Michel Verger-Franceschi, qui est un historien extrêmement sérieux et par plusieurs fois récompensé par des prix de l'Académie française, et qui a décidé d'écrire sur le Versailles érotique, c'est-à-dire toutes ces histoires un peu coquines qui ont animé le siècle, enfin Versailles, et qui ont débouché sur des influences politiques, des complots, etc. Donc c'est écrit de manière très sérieuse, mais avec ce fond. Mais c'est très sérieux. Voilà, exactement. L'érotisme a fait d'effet des rois, et pas seulement des rois. Exactement. Et c'est un sujet, mais en même temps, qui par son côté un peu canaille, a un côté attractif. J'avais dit coquin. Coquin, voilà. Bon. Non, mais canaille vous appartient, c'est très très bien. Et bon, on a trouvé que c'était un très très bon sujet parce que c'est un universitaire. Pour faire venir un historien français, on le fera venir dans le cadre de Gaudeamus et du groupe. Qui est absolument la foire célèbre, mais c'est très intéressant. Et donc, allez-y. Et donc, il animera une conférence autour de ça, et c'est quelqu'un de très accessible. Je pense que ça on le fera venir à ce micro, j'espère, pour des détails. On suivra ça de très près. Et donc, mais ça, et vous pensez que au-delà de l'attrait de l'inédit, parce que c'est plutôt inédit comme thème universitaire, c'est un produit d'appel, ce genre de... ça sort un peu des... Ouais. L'idée que j'ai, c'est de sortir de ce qu'on fait habituellement et de proposer des sujets qui amènent vers la culture francophone de manière générale, de manière plus naturelle. Alors je sais que les Roumains aiment la royauté en général, enfin, c'est cette dimension. Il y a quelque chose dans ce pays qui la population est attachée un peu à ces valeurs-là, je ne sais pas pourquoi. Mais le côté coquin aussi, c'est quand même pas le peuple le plus prude du monde, heureusement. Et donc, voilà. Et voilà, je me suis dit que c'était un bon sujet, et en plus derrière avec un universitaire de très très haut niveau qui permettrait éventuellement de tisser des liens forts dans le domaine académique. Voilà. Eh bien, je compte sur votre bonne corsitude à tous les deux, là, Franceschi, parce que vous l'avez prononcé à l'accord, je ne l'aurais pas relevé sinon, pour nous ramener à ce micro au mois de novembre lorsqu'il sera là. Il sera ravi, je serai ravi de le recevoir, oui, je perds mes moyens. Dès qu'il s'agit de choses polissonnes, on n'est plus nous-mêmes. Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Fabien Fleury, directeur de l'AUF, le bureau régional, bureau d'Europe centrale, c'est affreusement long le BECO, bureau Europe centrale orientale, voilà, bureau régional de Bucarest. Monsieur le directeur, le
Programme des bourses Eugène Ionesco, là encore, moi j'ai tilté dessus, si vous me permettez la familiarité de l'expression. Ça, c'est vraiment, c'est un axe fort, et j'aimerais bien qu'on l'explique, et le lien avec Ionesco, que la majorité de nos auditeurs connaissent heureusement. Alors, tout à l'heure, on se disait, mais pourquoi la Roumanie est un pivot de la francophonie? Ben voilà, là, elle le démontre. Je pense que les Roumains ne le savent pas suffisamment, mais peuvent en être fiers. La Roumanie, depuis le sommet de la francophonie en 2006, a financé un programme de bourse extrêmement ambitieux qui permet chaque année d'accueillir plusieurs dizaines de doctorants ou de post-doctorants, des chercheurs donc, en Roumanie, dans des laboratoires qui leur permettent de travailler en français. Alors, depuis 2007, c'est quand même plus de 500 doctorants qui ont été accueillis, ou post-doctorants, des nationalités évidemment issues du Sud, Afrique subsaharienne, Maghreb, Proche-Orient, mais aussi depuis l'année dernière, parce qu'on a fait un énorme travail à la demande du ministère des Affaires étrangères roumain, et bien aussi beaucoup d'étudiants ou de chercheurs qui viennent d'Europe, des Hongrois, des Slovaques, des Bulgares, des Serbes, et puis dans un contexte qui était particulièrement agité, particulièrement troublé, eh bien l'année dernière, nous avons accueilli en Roumanie 10 chercheurs ukrainiens de très très bon niveau, il y a des Moldaves bien sûr, mais 10 chercheurs ukrainiens dans le contexte de guerre qu'on a connu, la symbolique d'accueillir ces chercheurs était très très forte. Je me souviens des paroles du président Iohannis lors de la rentrée diplomatique, qui disait que la francophonie avait un rôle à jouer aux frontières de l'Europe et un rôle de solidarité. C'est ce qu'elle a fait, c'est ce que les Roumains ont fait en accueillant ces chercheurs ukrainiens qui sont venus en Roumanie travailler pendant plusieurs mois. Et je crois que cette symbolique des bourses Eugène Ionesco, eh bien, elle est très très forte et elle valorise un peu les valeurs de la francophonie. Mais une question très politique, Flavien Fleury, dans le bon sens du terme, dans le sens de l'affaire de la cité, mais tous ces chercheurs-là, ces doctorants qui partent, est-ce qu'ils reviennent après dans leur pays? Parce que, à mon avis, le vrai sens de l'action qui est la vôtre, c'est de faire revenir le savoir dans le pays d'origine. Or, on sait très bien que pour X raisons, dont celle que vous venez de mentionner en Ukraine, mais également pour des raisons avant tout économiques, ces gens-là restent dans le pays d'accueil et ne reviennent que très rarement chez eux. Alors, c'est pas le cas des boursiers Eugène Ionesco, puisque en général, ils ont des visas de courte durée. Hein. Oui, mais enfin, voilà. Les visas... Bon. Voilà. Mais on a très très peu de gens qui restent en Roumanie. Par contre, beaucoup de gens qui entretiennent à la suite de ça des liens scientifiques. Et les Roumains qui partent et qui ne reviennent pas? Ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui me touche particulièrement. Et je dirais pas tellement au niveau des seniors. Non, mais... Je parle des très jeunes. Je parle des jeunes, naturellement. Allez, je vais enlever ma casquette AUF, je vais prendre mon ancienne casquette ambassade de France. Pendant des années, pour les Olympiades, j'ai fait le tour des Olympiades de mathématiques et de physique pour l'école polytechnique. À l'époque, on distribuait, maintenant ça a été supprimé, mais à l'époque, on distribuait avec l'école polytechnique des prix de mathématiques, Henri Poincaré, des prix de physique, les prix Le Prince Ringuet. Lorsqu'on attribuait un de ces prix, systématiquement derrière, nous avions une sorte de VRP mandaté par une université américaine qui venait attribuer une bourse, proposer une bourse à ces jeunes. Et ces jeunes partaient. Come on over, big guy. Non, exactement. Big guy, en français. Et quand ces jeunes-là partent au Texas, ils deviennent Texans. Ils oublient la Roumanie bien souvent. Et la France en passant. Et l'Europe en passant. Et ça, je me rappelle souvent les paroles d'un ami québécois, dont je vais taire le nom, mais certains le reconnaîtront, qui faisait du recrutement en Europe centrale orientale pour le Québec, qui me disait, si nous faisions cela avec des matières premières, il y aurait une guerre. On fait ça avec de la matière grise, c'est inodore, c'est incolore, personne ne le voit, personne ne dit rien. C'est la première des matières premières. Exactement. Alors ça, c'est un vrai problème. Moi, je me positionne vraiment à fond là, contre ça, mais pas seulement au niveau de la Roumanie. Je pense que c'est un problème de l'Europe qui n'a pas réussi à imaginer un outil permettant de créer une élite européenne et d'assurer des parcours européens à des jeunes Bulgares, Roumains, Hongrois, autres. On n'a pas cet outil à l'heure actuelle. Alors on nous parle d'Erasmus, mais un jeune qui sort du bac aujourd'hui, s'il est très très bon, il part directement outre-Atlantique. Il y a beaucoup qui diront qu'on n'a pas les outils militaires et politiques en plus de nos idéaux et de notre politique européenne, qui est très souvent des principes qui ne se retrouvent que sur le papier. C'est mardi soir, en français s'il vous plaît.
Avec Fabien Fleury, je ne cite plus votre titre, je le donnerai à la fin, directeur de l'AUF ici à Bucarest, directeur régional. Je vous reçois pour la deuxième fois dans cette émission, j'espère que ça ne sera pas la dernière. J'ai pas eu le loisir de le faire la toute première fois parce que vous étiez nombreux dans ce studio autour du micro. Et donc j'aimerais bien profiter doublement cette fois-ci et vous adresser un petit questionnaire sur votre vision sentimentale de la Roumanie. 3 questions qui appellent une description, allez, on va dire romantique, mais enfin je vous connais un peu donc ça va être précis quand même. La première étant sur votre image roumaine préférée. Quelle est-elle cette image roumaine préférée? Je crois que mon épouse sera d'accord, hein. Je pense que c'est la femme roumaine. Et ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas obligé d'embrayer. Là, vous êtes le deuxième. J'ai fait une émission en roumain où il y avait une question sur le panthéon personnel et un autre invité qui n'a rien à voir avec vous m'a cité son épouse. Je n'ai strictement rien dit, donc ça n'appelle pas de commentaire. Non, je passe à la seconde. Je trouve que la femme roumaine, les femmes que je rencontre en Roumanie, peut-être parce qu'au bureau, je suis entouré de femmes. Hein, mais c'est une chance. Voilà, 80% de mon équipe est féminine, mais elles sont... particulière. Alors c'est peut-être, je sais pas, lié à l'éducation, au passé communiste, où les femmes étaient déjà émancipées, mais enfin je trouve que les femmes roumaines sont vraiment assez exceptionnelles d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de l'envie, d'un point de vue des compétences. Bon, je suis très impressionné par cela en Roumanie. Quel est votre regret roumain? Mon regret, je dirais qu'il sera professionnel. Tout à l'heure, vous l'aurez mesuré, je suis assez ému quand je parle de l'incapacité que l'on a à donner un avenir à des talents roumains et la perte de ces talents par rapport à la Roumanie, c'est quelque chose qui m'affecte, qui m'a toujours affecté. Oui. Bon, c'est comme ça. Quel est votre espoir roumain? La jeunesse et les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes en Roumanie ne communiquent plus comme communiquaient leurs parents. Ils ont changé totalement leur façon de penser. Alors souvent, le monde des adultes, entre guillemets, s'adresse à eux avec des codes, mais qui sont des codes d'il y a 20 ou 30 ans. Et les codes d'aujourd'hui leur sont complètement extérieure. Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, elle l'a prouvé d'ailleurs, hein, récemment, cette jeunesse-là, elle est capable de réagir de manière totalement incontrôlée, un peu à l'image de ce qu'on a vu au Proche-Orient, où cette jeunesse s'est prise en main via les réseaux sociaux, essayer de se mobiliser. Alors bon, ça a parfois débouché sur des choses compliquées, mais je crois que cette jeunesse, elle est capable de faire bouger le pays, elle y croit au pays. Moi, souvent, on me dit, mais tous les jeunes veulent partir, ils veulent pas revenir en Roumanie. Je crois que ça change, ça. Et je crois qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'on pouvait faire beaucoup de choses en Roumanie, et que c'était un pays où il y avait du potentiel, de la croissance. C'était un pays qui avait un passé, et donc il y a un avenir. Mais ça, c'est la version idéaliste, et l'espoir qu'on a... nous tous, bon, pour une fois je fais du personnel à ce micro, mais est-ce que c'est pas aussi par dépit, par manque de débouchés à l'ouest, par manque de possibilité de s'intégrer réellement, et ils reviennent finalement parce qu'ils trouvent pas une place ailleurs? Je crois pas. Je crois que les jeunes aujourd'hui évitent le départ. Trouvent dans leur pays des sources de potentialité énormes d'un point de vue professionnel. Alors évidemment, on peut s'interroger, mais enfin, en Roumanie, il est plus facile, si on a un peu de capital. C'est ce qui manquait peut-être à la première génération, hein, ceux qui sont partis. Pourquoi sont-ils partis? Parce que souvent, ils n'avaient pas le capital nécessaire pour pouvoir investir dans la création d'une entreprise, et donc ils sont partis. Bon, aujourd'hui, il y a un petit embourgeoisement de la société roumaine, en tout cas d'une partie de la société roumaine. Il y a des gens qui sont bien formés, et s'ils ont un peu de capital au départ, un peu de confiance en eux, ils peuvent investir dans ce pays et contribuer à sa croissance. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de naître. Et il y a une espèce d'effet de boule de neige, d'entraînement à ce niveau-là. Je sens les choses changer à ce niveau-là. Et on le sent même, je dirais, dans la société civile, parce que tout le monde me dit oui, mais il y a plein de gens qui tombent sous les effets de la corruption. C'est parce que il y a une prise de conscience de l'État, notamment. Bon,
je crois surtout qu'il y a une prise de conscience de la société civile. Et cette société civile, elle l'a pris conscience parce que, d'abord, elle s'est un peu embourgeoisée, elle est montée socialement, et comme elle monte socialement et comme elle s'est élevée, elle a des exigences un peu plus importantes. Ces exigences un peu plus importantes, elle les expose à l'État. Elle dit non, mais nous, on veut des comptes, on veut que vous nous rendiez des comptes. Et donc, petit à petit, eh bien, il y a un cercle vertueux qui se met en place, et ce cercle vertueux que l'on voit au niveau, se mettre en place au niveau de la lutte anticorruption, eh bien, il est aussi existant dans les échelons économiques, dans les échelons universitaires, à tous les niveaux. Ce désir de monter en qualité se ressent. Et ça, c'est un signe. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une demande de qualité à tous les niveaux et d'exigence à tous les niveaux. Je finirai par une question un peu personnelle, mais c'est à cause de votre patronyme, là, qu'on peut lire en roumain, Flori, hein, c'est corse. Flori, est-ce qu'on peut faire vous me dites si ça vous embête, mais je ne veux pas vous poser la question, parce qu'il y a un parallèle entre ces spécificités corses, cette spécificité corse et la spécificité roumaine. Je ne sais pas, on trouve des choses communes. Hein. J'ai un ami roumain qui vit à Paris depuis 30 ans et qui est un fou furieux qui passe 2 mois par an, tous les étés en Corse. Je sais pas, il doit avoir un truc ou pas? Ah non, de toute façon, je pense que la latinité y est pour beaucoup. Hein. Les Roumains sont des latins. Non, mais au-delà de ça, il y a quelque chose ou c'est juste une question idiote? Hein, je peux poser des questions idiotes, surtout en fin d'émission. Non, il y a un côté, un peu délirant et un peu nos limites chez les Roumains, parfois que je connais bien, quoi. Voilà. Mais et que vous retrouvez en Corse ou... Ah bien sûr, oui, non, mais ça relève de la vie privée, mais enfin, oui, non, mais je sais que les Roumains parfois sont capables du pire comme du meilleur, et ça c'est caractéristique de la petite société dont je viens, ouais. Voilà. Et donc, Flori en Corse, c'est Flori comme en roumain, ça vous le prononcez de la même manière? Flori. Il n'y a pas lui, il y a la fin. Voilà, bon. Flori. Merci Fabien Flori. Flori, vous voyez, même moi-même je dis Flori à la fin, Flori. C'est que vous êtes quasi roumain. Vous êtes là depuis un moment. Merci encore une fois. C'était monsieur le directeur, quand même, je le rappelle, du bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la francophonie. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain, 19h15 en français, s'il vous plaît. Merci. Ici et seulement ici, à RFI. À bientôt. En français, s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone.